Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Ravi de te retrouver, ravi de retrouver nos adhérents et nos participants. Je vous salue tous en vos noms et qualités, que je vous vois l'image ou pas. J'imagine qu'il y a d'autres fenêtres qui vont s'ouvrir. Et je salue particulièrement, bien sûr, notre invité Hakima El Haïté, qui est parmi nous, qui nous fait l'honneur de nous consacrer un petit peu de temps. Alors, le sujet est lié, de notre rencontre est lié à la francophonie. Nous sommes à quelques jours de la journée mondiale de la francophonie. Et bien sûr, ça a à voir avec notre débat autour de Hakima, qui évoquera les enjeux politiques et démocratiques, économiques, sociaux et culturels que traverse aujourd'hui l'espace francophone. On va rappeler ce qu'est l'espace francophone, mais laissez-moi d'abord dire quelques mots de qu'est-ce que la francophonie. Communément, on pense que la francophonie, c'est juste la défense de la langue française. C'est bien plus que cela, bien entendu, parce que la francophonie, c'est avant tout un espace de solidarité qui est fondé sur des principes que nous connaissons bien, nous les centristes, en tout cas dont comment dirais-je, revendiquons, c'est des principes de démocratie, d'humanisme et de respect de la diversité des cultures et des langues. Je voudrais rappeler que c'est la France qui, au début des années 2000, a milité auprès de l'UNESCO, auprès de l'ensemble de ses partenaires, pour que soit reconnue dans le droit international cette notion de diversité culturelle, autrement appelée, souvent vous entendez parler aussi de l'expression exception culturelle. Cette notion est aussi très fortement défendue auprès de l'Union européenne à l'heure où bien des défis et bien des changements tend à ce que notre monde bien entendu, sombre plutôt dans l'anglo-saxonisation. Et ce combat de la francophonie est toujours extrêmement important. Pourquoi? Parce que la francophonie, c'est à partir de la langue française des aspirations communes. C'est parfois une histoire et une géographie également communes. Mais ce que l'on voit, c'est que les pays associés à la francophonie, de par leur histoire, leur géographie, de par aussi parfois leur développement économique plus ou moins rapide, les difficultés aussi que ces pays rencontrent, et bien parfois tout cela peut aussi faire l'objet de fragilité et que l'espace francophone peut être soumis aussi à certaines tensions, on en parlera Emmanuel, à certaines tensions, certains populismes, certaines revendications et certaines menaces. Donc la francophonie, l'OIF est toujours à l'écoute de ces pays, notamment en voie de développement pour adapter les coopérations aux réalités des terrains. Je voudrais rappeler que la francophonie, c'est quand même 84 États et gouvernements qui sont répartis d'ailleurs sur les 5 continents. Il y a 58 États membres et 26, comment dirais-je, membres observateurs. Et que la francophonie, c'est un ensemble unique qui a pour lien, et je le redis, la langue commune, mais surtout la revendication, la diversité linguistique et la diversité en réalité de toutes ces langues et ces pays qui souhaitent développer des coopérations politiques, économiques, culturelles sur les mêmes valeurs. L'OIF, d'ailleurs, l'Organisation internationale de la francophonie, se revendique d'être acteur de la paix et de la démocratie, se revendique de, comment dirais-je, la promotion de l'état de droit et du respect des droits de l'homme de par le monde. Droits de l'homme et droits de la femme et droits des jeunes. Rappelez-vous, comme nous sommes vus il y a quelques jours, c'était pour parler des droits des femmes, parce que l'OIF considère aussi que le développement économique du monde demain reposera principalement sur les jeunes et sur les femmes. Et à cet égard, le développement numérique à travers la francophonie numérique sera aussi porteur pour les femmes et pour les jeunes. Voilà. Mais dans ce monde globalisé, fait de menaces, de nouvelles menaces, l'émergence aussi de populisme de par le monde, et bien cet espace est bien sûr aussi menacé et de nouveaux acteurs profitant du terreau, parfois des difficultés économiques, de la pauvreté, des difficultés climatiques, et bien s'installent dans des espaces où d'autres valeurs combattant celles de la francophonie, malheureusement, prennent racine. Voilà, je crois, Emmanuel, avoir à peu près introduit le débat de l'espace francophone, porteur de valeurs auxquelles les centristes sont particulièrement attachés. Je te cède la parole pour introduire plus précisément les questions qui seront posées à notre ami et invité.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur la francophonie. Et évidemment, tu as eu raison de mentionner que la France et le Québec, d'ailleurs, à l'époque, avaient largement milité pour cette exception culturelle. Et c'est important de le rappeler, non seulement parce que c'est la journée de la francophonie bientôt, mais parce que nous avons théoriquement loupé le coche de 50 ans de fête de la francophonie, puisque le sommet, le 18e sommet, devait se tenir à Djerba il devait se tenir à Tunis l'année dernière, il se tiendra à Djerba l'année prochaine, si tout va bien. En tout cas, on peut En octobre 2021. espérons, espérons qu'on ne soit pas encore confiné à cette période-là, mais je crois que c'était très important de signifier qu'évidemment, il y a une francophonie institutionnelle qui a trouvé naissance donc en 1970 à travers l'Agence de coopération culturelle et technique, et ensuite en 2005 avec la francophonie institutionnelle, l'OIF, mais qu'il y a la francophonie des hommes et des idées. Et c'est pour ça que, avec Akima, on a pensé qu'il serait intéressant de faire la jonction. Elle n'est pas évidente, je vous l'accorde, entre les libéralismes face au populisme, ça c'est assez évident, mais la jonction dans l'espace francophone. Et on va essayer d'approfondir ces questions avec Akima Alaïké, qui non seulement est une experte des questions environnementales, je rappelle, mais vous avez tous lu sa biographie, qu'elle fut ministre de l'Environnement ô combien émérite, puisqu'elle est restée longtemps, de 2013 à 2017, qu'on lui doit le très grand succès de la COP22 de Marrakech, un an après l'accord de Paris, qui maintenant est plein et entier avec le retour des États-Unis, tel que John Kerry l'a annoncé il y a quelques jours, et que, évidemment, Akima a une vie politique, ou a toujours eu une vie politique. C'est la raison pour laquelle elle est présidente depuis 2018 de l'Internationale libérale. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est l'Internationale libérale. Elle nous le dira plus précisément. Notez quand même que l'Internationale libérale est une dame qui a une certaine maturité, puisqu'elle a été créée dès avril 1947 en Grande-Bretagne. Justement, on essaiera de faire ce va-et-vient entre Londres et Paris, car justement, le principe même du libéralisme, et je pense que vous m'autoriserez le côté un petit peu professoral en expliquant ce que nous, centristes, percevons comme le libéralisme, a toujours eu cette vivacité d'un aller-retour entre la France et la Grande-Bretagne, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les penseurs du libéralisme, le libéralisme économique, John Locke, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Jacques Turdeau, Bernard Mandeville, ont toujours eu justement une sorte de saine concurrence, pour être dans le fil de notre sujet, par rapport à un certain nombre de mots-clés. On dit mots-clés maintenant, je préfère utiliser le terme corrélaire, qui s'associe au libéralisme, le libre-échange, la liberté d'entreprendre, le libre choix des consommateurs. Alors, je me suis permis une petite introduction, une petite présentation, une petite évocation de ce qu'est, définition de ce qu'est le libéralisme. Et vous me direz, Yakima, si vous partagez cela, j'ai lu avec grand intérêt votre charte qui explique les raisons d'être membre de l'Internationale libérale. Le libéralisme, me semble-t-il, mais je crois que c'est partagé par les centristes, après tout, on pourra en débattre, vise à limiter les obligations imposées par le pouvoir, surtout quand ce pouvoir est un peu abusif, voire régressif dans sa défense des droits fondamentaux, au nom de trois principes. La liberté la propriété privée, ou la protection de la propriété privée, l'émergence, l'expression de la propriété privée, le libre choix, au sens philosophique du terme, chaque citoyen ou chaque individu est un citoyen parce qu'il a ce libre choix, dans l'intérêt de chaque individu. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, Akima, évoquer non seulement le libéralisme économique, dont on connaît à peu près la définition, mais aussi approfondir un petit peu le libéralisme social, sociétal, et faire la jonction avec le libéralisme politique, parce que le libéralisme est, me semble-t-il, n'est pas, l'absence de règles. C'est bien au contraire la régulation. La régulation, librement consentie. Et justement, c'est ce qui fait de nous des citoyens et non pas des individus ou parfois pas des sujets. Et on en revient à l'anglo-saxonité avec la différence que l'on peut trouver avec cette notion de république qui a émergé à peu près concomitamment après le siècle lumière et les révolutions françaises. Bref, droits et devoirs garantis par l'État, à condition que ces droits et devoirs soient acceptés par les différents citoyens que nous sommes. Et ce qui nous amène donc à évoquer avec vous, Akima, mais je sais que vous allez approfondir ce sujet avec passion. Finalement, on peut se poser la question de savoir pourquoi
En France, vous nous direz pourquoi vous avez dans votre international libéral plus de partis politiques français. Le dernier parti politique français qui a appartenu à l'international libéral, c'est l'UDSR. Ça nous ramène quand même au souvenir de René Plévin dans les années 60. Bref, peut-être que ce sera une sorte de premier fil d'Ariane. Est-ce que le libéralisme est un mot tabou? Est-ce que c'est un mot qui fâche? Et peut-on se dire encore libéral? On sait que parfois, être considéré comme néolibéral est aussi critiqué ou critiquable ou en tout cas devient aussi abscon que d'être qualifié de néoconservateur de l'autre côté. Et d'une certaine manière, c'est, je crois, important d'avoir à l'esprit qu'il faut s'affirmer libéral parce que d'autres s'affirment illibéraux. On le sait en Europe, on va évoquer un certain nombre de pays, la Hongrie, la Pologne, mais après tout, la Chine est illibérale, l'Inde est illibérale, elle est libérale économiquement parlant, mais politiquement, elle ne l'est pas du tout. Elle est d'ailleurs plutôt nationaliste, avec le Premier ministre Modi, Narendra Modi, je vais y arriver, et bien évidemment l'Afrique du Sud, qui a ancré dans sa constitution le libéralisme économique et dont on voit quand même qu'il y a quand même quelques velléités un peu nationalistes. Cher Hakima, voilà quelques propos introductifs. Nous avions ensemble défini la règle du jeu, une prise de parole de votre part pendant 15-20 minutes autour de ce qu'est l'international libéral, des contours du libéralisme dans l'espace francophone pour justement, comme l'a dit Catherine, particulièrement bien mettre en avant la défense de la démocratie, la garantie de l'état de droit, l'émergence de la gouvernance pour tous les citoyens dans un espace national ou supranational, d'où l'idée européenne aussi, qui peut être la quintessence du libéralisme. Le fédéralisme est aussi cette expression-là. Et puis, bien évidemment, et ce sera peut-être une introduction vers le débat avec nos auditeurs, quelles pistes voyez-vous prégnantes pour que le libéralisme se définisse dans l'espace francophone comme une sorte d'entité à défendre, une sorte de patrimoine génétique, un ADN que l'on pourrait peut-être exporter en dehors de l'espace francophone. Voilà un petit peu le menu que nous vous proposons, Hakima, et je vous donne la parole pendant 15-20 minutes, et ensuite je la reprendrai brièvement avant de donner la parole à nos auditeurs qui sont inscrits de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'ils ont entendu ce que le Premier ministre a bien voulu nous asséner de nouveau. Cher Hakima, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, cher Emmanuel, chère Madame la sénatrice, chers amis et collègues. Merci beaucoup, Emmanuel, de m'avoir donné cette opportunité d'intervenir et d'échanger, de commencer et d'initier. Au fait, cet échange avec les centristes, je pense que nos deux courants ou nos deux fédérations partagent beaucoup et se doivent de collaborer beaucoup pour l'intérêt de tous. Donc merci de cette invitation. Je suis particulièrement heureuse d'être là et de partager avec vous. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour souhaiter à l'Organisation internationale de la francophonie beaucoup de réussite dans sa mission, une mission noble qui contribue à l'ancrage, comme a dit Madame la sénatrice, de l'ancrage de la démocratie, le soutien de la paix, l'enracinement des états de droit, le respect des droits humains, l'égalité et la promotion des droits de la femme. Et d'ailleurs, cette année, la bannière de la Journée internationale de la francophonie, c'est des femmes francophones plus résilientes. La promotion du développement durable. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion, puisqu'on est au mois de mars, pour souhaiter à toutes les femmes francophones résilientes beaucoup de courage et de succès et rendre hommage à toutes les femmes du monde. Donc, ceci dit, j'aimerais... au fait, la question qu'on aborde aujourd'hui est large et délicate et comme tu l'as si bien dit, Emmanuel, un peu partout dans le monde, hélas, déferle une puissante vague
de populistes de tout courant idéologique et puis des régimes illibéraux, des régimes autocrates qui viennent ébranler tous les acquis que nous avons, nous, êtres humains, capitalisés depuis la Seconde Guerre mondiale où toutes les nations se sont réunies pour dire plus jamais de guerre, plus jamais de violation des états de droit, plus jamais de violation des droits humains, plus jamais de violation des libertés. Toutes les nations ont choisi d'œuvrer pour plus de démocratie, de coopération internationale, de multilatéralisme et on se consentit à construire un nouveau monde avec un nouveau modèle de développement. Tu l'as bien dit, Emmanuel, ce sont là même les principales, je dirais, l'essence même de la création du libéral international 2 années après la fin de la guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 74 ans. Donc l'international libéral, eh bien, c'est plus de 118 partis dans le monde, plus de 20 organisations internationales, 5 représentations continentales, une organisation pour les jeunes, une organisation pour les femmes et de nombreux think tanks affiliés en tant qu'observateurs au niveau de l'international libéral. Nous œuvrons au quotidien pour répondre les valeurs dont vous avez parlé, de respect de la liberté dans toutes ses dimensions. Ce que vous avez dit est très beau. Vous avez dit le citoyen a le choix, cette liberté d'avoir le choix, le respect des libertés, le respect de l'état de droit, le respect des droits humains, de la démocratie, des règles de démocratie, l'égalité des chances entre tous les citoyens. Chacun des citoyens doit se sentir citoyen à part entière, l'égalité entre les hommes et les femmes, et enfin le développement durable. Notre idéologie a commencé avec un premier manifesto qui est très connu, le manifesto d'Oxford, qui reste d'actualité parce que nous avons aujourd'hui le manifesto d'Andorre, et je crois que c'est certainement celui que vous avez lu, et vous avez vu que nous avons construit, le libéralisme que nous prenons repose sur des piliers et sur des valeurs qui sont indivisibles et interdépendantes. Donc, très brièvement, ce que nous faisons au niveau de l'international libéral. Maintenant, revenons à notre sujet, mais nous ne pouvons aborder le sujet sans aborder cette année 2020 et aussi maintenant en 2021, l'année du Covid. Quelle année nous avons vécue avec cette crise sanitaire dévastatrice qui a paralysé les économies mondiales d'une façon inédite, paralysé les institutions et qui a paralysé qui a restreint nos libertés et nos mouvements. Et nous sommes aujourd'hui, et je pense vous aussi en France, assignés à résidence. Nous l'avons été au Maroc, vous l'êtes peut-être à partir d'aujourd'hui en France pendant des mois. Donc une crise qui a montré et qui est donneuse de leçons. Hein. Le Covid-19 nous a donné bien des leçons sur le sens de la responsabilité, sur la nécessité de la coopération internationale, sur le fait qu'on ne peut pas résoudre des challenges globaux avec des décisions nationales. Il a contredit de nombreuses thèses nationalistes, et donc aujourd'hui nous avons vécu cette crise qui a touché
pleine des familles dans leur chair, mais une crise aussi qui a montré que c'était un moment opportun pour les régimes autoritaires illibéraux d'utiliser la crise pour plus de pouvoir et plus d'autoritarisme, donc j'y arrive, et également, nous le savons tous, hein, les crises sont toujours les moments opportuns pour ces autocrates, pour avoir plus de pouvoir. Les crises sont toujours les moments opportuns et propices pour nourrir les angoisses, la colère, pour ressortir la colère des citoyens qui ressentent des inégalités. Et comme toujours, ce sont des moments historiques pour les populistes qui viennent toujours désigner un coupable à cause d'un mauvais choix politique ou à cause de l'incompétence, ou ils trouvent toujours une raison, ou à cause de la religion, ou encore de la culture, ou toute autre raison pour expliquer la panique ou l'échec du système ou de la gestion de la crise, comme c'est le cas et nous l'avons entendu de nombreuses fois en France. Donc en fonction de leur positionnement, ces régimes-là, ils opposent toujours soit l'étranger, l'immigré, l'arabe, le musulman, le noir, le juif aux natifs du pays, ou alors le riche, l'élite et la classe politique à la population la moins nantie et la plus vulnérable. Ça se passe chez nous, ça se passe chez vous. Vous avez parlé de la Hongrie et de la Pologne. Moi, je peux vous dire que partout dans des pays européens, il y a des noyaux qui prennent de plus en plus de volume avec des thèses nationalistes et des thèses des thèses complètement illibérales. Pire encore, hein, nous assistons à des débats ahurissants aujourd'hui qui se basent sur l'argumentation culturelle. Et c'est pour ça que je salue ce que vient de dire Madame la sénatrice concernant le travail de la francophonie et ce qu'elle fait pour le respect de la diversité dans la culture. Aujourd'hui, on assiste à des débats ahurissants, et même en France, hein, qui non seulement refutent l'immigré, qui des fois à juste titre, hein, qui viennent imposer sa culture rétrograde, c'est quelque chose que je respecte, mais apporte une thèse, je l'ai entendu, du grand remplacement et par conséquent s'adresse également à des classes moyennes, éduquées, nées en France, éduquées en France, diplômées en France, travaillant en France. Moi je dis que c'est la montée en puissance du nationalisme, des régimes extrémistes, des régimes islamistes, disons-le franchement, de la pensée illibérale menace la démocratie dans le monde entier. Et j'ai bien peur que la liste ne soit plus longue aussi en Europe, parce que il n'y a pas que la Hongrie et la Pologne. Hein, ils sont peut-être pas dans le leadership du gouvernement, mais il y a des noyaux importants qui prennent de plus en plus de volume dans toutes les parties du monde, en Europe, dans la région du MENA, et je vais en parler quand je vais parler de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du printemps arabe, en Afrique, en Asie, et pendant 4 années, nous avons subi le Trumpiste, et donc ça se passe dans tous les continents, et ça menace réellement les démocraties au niveau mondial. Alors, vous me posez la question, comment en tant que libéraux et démocrates, nous pouvons faire face à cette épidémie très dangereuse pour toute démocratie? Moi, je dirais humblement, je n'ai pas de réponse miracle, mais je dirais qu'il faut s'attaquer aux causes profondes qui nourrissent les populistes et alimentent leur discours. Parce que
les thèses illibérales qui sont présentées sont souvent présentées par de très bons orateurs qui arrivent à avoir, qui ont un effet mobilisateur sur la population. Et nous avons des exemples vraiment illustratifs par le nombre de voix qu'un Trumpiste, qu'un monsieur Trump a pu gagner aux États-Unis lors des élections. Et donc, ce sont des mobilisateurs qui sont suffisamment audibles et nous les entendons haut et fort, nous les connaissons, mais nous connaissons très peu de visages de libéraux, très peu de voix libérales qui s'élèvent aujourd'hui pour contrer la résonance des voix populistes. C'est pourquoi nous devons travailler au niveau de l'international libéral, au niveau de votre fédération aussi, avec vos partenaires, nos partenaires, pour renforcer la capacité de nos membres et de leurs leaders à travers nos outils, à travers nos programmes, pour renforcer leur leadership, pour être plus audible, pour pouvoir mettre un visage, mettre une voix et avoir un argumentaire, un narratif qui défend la thèse libérale. Et ce narratif, pour le moment, malheureusement, n'existe pas au niveau de l'international libéral. Nous travaillons pour dénoncer toutes les violations aux valeurs que nous prenons en saisissant les instances internationales, l'Union européenne, les Nations unies, la Commission des droits humains à Genève, soit à travers notre comité des droits humains, soit à travers notre comité de la justice climatique, soit à travers nos organisations régionales. Nous développons également des partenariats avec les organisations internationales qui, à travers leurs bureaux locaux au niveau des pays où nous avons des membres, travaillent et collaborent avec nos partis membres pour construire ce narratif qui permet de refuter les programmes des thèses illibérales d'une manière scientifique, dans un langage clair, qui montre les défaillances de ces thèses aux citoyens et qui permet de positionner nos partis au niveau de l'échiquier politique. Donc, nous ne pouvons pas agir directement en tant que fédération sur le terrain parce que nous n'en avons ni les prérogatives ni les moyens, mais nous pouvons, à travers nos partenariats, influencer et faire en sorte que travailler avec nos partis pour qu'ils puissent le faire. Nous poussons nos partis à le faire, bien entendu, dans le respect des valeurs que nous prenons. Moi, je dis qu'en unissant nos forces, vous, nous et tous les démocrates et libéraux dans le monde, nous serons tous plus audibles, nous attirerons plus de membres, nous convaincrons plus de monde. Et par conséquent, nous serons plus impactants, nous pouvons constituer une véritable force de dénonciation, mais également une véritable force de proposition de projets de société basés sur les valeurs libérales. Et nous aurons alors du répondant. Maintenant, vous me dites, en France, il n'y a pas de parti libéral français. Eh bien, malheureusement, non. Mais je vais différencier dans ma réponse pourquoi il n'y a pas de parti libéral français et pourquoi le libéralisme a je dirais même une connotation péjorative dans ma région, dans la région du MENA et quelquefois même en Afrique. Et pour ne rien vous cacher, dans beaucoup de pays européens où nous avons des membres et des membres très actifs, quand vous regardez le nom de leur parti, ils ne portent pas le terme libéral. Alors, laissez-moi parler d'abord vous répondre sur la question du français. Quand j'ai été élue présidente de l'Internationale libérale, eh bien, j'ai dit à mes collègues et partenaires du bureau qu'une association ne peut être forte
que, que par ses membres. Et donc, il fallait augmenter les recrutements. Il ne fallait pas attendre que les partis viennent vers nous, mais qu'il fallait aller chercher les partis qui répondent et qui prennent nos valeurs. Et donc, moi, avec ma culture, je dirais, avec mon cœur qui a une place pour la France, je me suis dit, moi, je m'occuperai, je prends sur moi et je vais m'occuper des partis français. Et donc, j'ai été en France et j'ai rencontré plusieurs décideurs de partis politiques. C'est pas la peine que je vous donne le nom, mais la réponse a été claire et sans équivoque. On m'a dit, le terme libéral nous fait perdre déjà 50% de notre audience sans qu'on puisse prendre la parole. Sans prendre la parole, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est libéralisme ou libéral ou les valeurs que nous prenons. S'il dit libéral, il perd 50% de son audience et par conséquent, jamais, même si il partage nos valeurs, même si il a lu le manifesto et trouve que le manifesto était très bien fait et il prend les valeurs que nous avons, eh bien, il ne peut pas adhérer à l'internationale libérale. Et je ne vous cache pas la réponse est claire. La réponse est claire parce qu'en France, il y a un aspect social extrêmement important. Et d'ailleurs, je salue la France pour ce système de sécurité sociale et de protection sociale, très important pour le citoyen français. Et dire que vous faites partie d'un international libéral occulte dans l'esprit et dans la culture qui a été propagée et qui a été répandue autour des valeurs libérales, occulte cet aspect de protection sociale et de respect et de sécurité sociale. Et donc, jamais, c'est pour ça que ces partis-là hésitent à franchir le pas. Et je vous rappelle que même le parti de Monsieur le Président, quand il a voulu rejoindre l'Alliance des démocrates et libéraux d'Europe, ils ont changé le nom. Aujourd'hui, cette alliance ne s'appelle plus je dirais, organisation régionale européenne, ne s'appelle plus ALDE, mais elle s'appelle Renew Europe. Pourquoi? Parce que le terme libéral serait mal interprété, il n'est pas bon pour la culture française. On parle de culture, ben justement, c'est une question de culture et de compréhension à travers le temps et du libéralisme. Alors, venons-en à la région du MENA, la région du printemps arabe. Le terme libéralisme et un autre point pour l'Europe aussi, c'est que ce terme libéralisme est associé au libéralisme sauvage sur le plan économique aussi. Et donc, là aussi, on fait attention pour ne pas utiliser ces termes, malgré que beaucoup de politiques et beaucoup de chantiers sur le plan économique sont des chantiers qui relèvent de politique libérale. Maintenant, comme je disais, revenons-en à la région du printemps arabe. Et vous avez parlé du printemps arabe, le terme libéral a plus une connotation péjorative en relation avec les mœurs. Libéralisme, libertinage, avoir la possibilité de tout faire, la liberté dans toutes ses dimensions n'est pas celle qui est prônée au niveau de la culture, des coutumes, mais aussi au niveau de la religion. Et donc, il y a une véritable confusion et incompréhension de l'idéologie libérale telle que nous la prenons. Alors, pour l'expliquer, je vous ai dit que les valeurs que nous défendons sont des valeurs interdépendantes et indivisibles, et c'est ce que je dis parce que souvent j'ai beaucoup de personnes qui s'interrogent et qui sont un peu étonnées de voir que
une femme arabe, africaine, musulmane, préside une fédération libérale. Je dis toujours, ce qui nous distingue des autres fédérations, c'est justement notre défense de la liberté dans toutes ses dimensions. Mais défendre la liberté dans toutes ses dimensions n'est pas divisible du respect de la démocratie, du respect de l'état de droit, du respect des droits humains, du respect du développement durable, etc. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de l'international, de la fédération, nous pouvons avoir des partis libéraux, mais qui ne pratiquent pas le même libéralisme au niveau de leur pays de la même manière. Dans notre pays, mais moi je suis sûre que si même mon parti qui est libéral est à la tête du gouvernement, eh bien jamais nous autoriserons par exemple le mariage homosexuel dans mon pays. Pour la simple raison qu'il y ait un autre garde-fou qui est la démocratie. Que nous ayons la liberté de proposer une loi, c'est une chose, mais que nous la votions de manière démocratique par les représentants du peuple, c'est une autre chose. Et c'est pourquoi c'est la grandeur de ces valeurs qui peuvent être adoptées partout, aussi bien en France qu'en Europe, que dans la région du MENA. Donc, ceci dit, j'espère que j'ai répondu à votre questionnement concernant Oui, le libéralisme. très bien, Akima, vous avez plus que répondu, puisque vous avez quasiment répondu à l'ensemble des interrogations qu'on avait fixées ensemble. Je voudrais quand même que vous redonniez la parole pour que vous nous disiez, que vous rebondir sur un point, sur le fait qu'il manque de personnalité libérale qui incarne cette dimension, cet ancrage démocratique. Le continent africain nous donne quand même une vision beaucoup plus positive. La plupart des démocrates sont des libéraux. Prenons l'exemple de nos amis en Guinée. Notre ami qui est votre vice-président, mon ami également, et bien sûr beaucoup d'entre nous aussi, Cellou Dalein Diallo, l'ancien Premier ministre guinéen, qui du reste s'est fait de nouveau arrêter alors que vous l'avez missionné pour partir Ouais. justement saluer la mémoire d'un autre de nos amis, un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, notre ami, hélas décédé il y a quelques jours, Ahmed Bakayoko. On pourrait continuer. Ama Amadou, démocrate également au Niger, qui est embastillé pour la seconde fois, alors qu'il n'a pas participé à l'élection. On pourrait aussi continuer en RCA avec notre ami Anissa Gelegele, j'en avais noté d'autres au Mali, en Côte d'Ivoire, je crois que vous voulez peut-être appuyer là-dessus, parce qu'il y a un président qui est libéral, deux présidents qui sont libéraux. Oui. Alassane Draman Ouattara, avec le parti qui l'a amené au pouvoir, avec cette filiation d'Houphouët-Boigny, président, donc le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, et puis bien évidemment dans un pays qui connaît quelques soubresauts, si j'ose m'exprimer ainsi, au Sénégal, avec le président Macky Sall, qui a mis fin à 40 ans de règne du Parti socialiste sénégalais, Léopold Sédar Senghor, et ensuite Abdoulaye Wade. Donc peut-être que vous puissiez nous dire l'importance de cette personnification sur le continent africain, c'est role model, comme diraient les anglo-saxons, qui sied mal avec le sujet que nous traitons aujourd'hui, mais comment est-ce que l'on peut faire de cette personnification de ces militants des droits fondamentaux, de la liberté d'expression et donc de la démocratie, quelque chose qui finalement correspond à une alternance ou une alternative, puisqu'ils n'ont pas eu accès à cette alternance, à part le cas de nos amis ivoiriens et sénégalais. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet. Bien, vous savez que contrairement à la région du MENA ou la rive sud de la Méditerranée, celle qui a été frappée par le printemps ou l'hiver arabe, comme on l'appelle maintenant, l'Afrique, depuis 3 décennies, a initié son processus de démocratisation, de transition démocratique. Et démocratiser l'Afrique, c'est pas lié aux problèmes de gouvernance, mettre fin à la manipulation électorale, au clientélisme, à l'emprise de l'armée sur la vie politique, comme pour la région du MENA et comme pour
pour chaque nation. Chaque pays en Afrique a une histoire singulière et en tant que libéral international, nous sommes très vigilants parce que avant de prendre n'importe quelle décision, nous veillons à avoir nous faisons notre due diligence et nous mobilisons nos partis sur place, nos partenaires sur place pour avoir l'information parce que souvent, et nous l'avons vu dans plusieurs cas, la vérité est manipulée. Donc vous l'avez bien dit, dans de nombreux pays, aujourd'hui, les démocrates sont empêchés d'une manière ou d'une autre de porter une alternance démocratique sur le continent, comme c'est le cas pour le Niger, pour la République centrafrique et également pour le Mali, où nous avons observé la pire des situations après le décès de Soumaïla Sissi avec le putsch militaire. Donc, mais vous avez aussi dit, oui, c'est vrai, peut-être que l'Afrique pourrait devenir demain le berceau du libéralisme, parce que nous avons effectivement 44 partis politiques qui sont membres de l'Alliance des libéraux africains, de l'ALN qui est très active et où les présidents membres de l'Internationale libérale sont aussi très actifs, monsieur le président Ouattara et monsieur le président Macky Sall. Et donc peut-être qu'il y a un espoir à ce que demain l'Afrique peut porter ces valeurs du libéralisme que nous prenons. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous assistons à des cas de violation de droits humains. Vous avez parlé de Cellou Diallo et moi j'aimerais bien vous dire que moi j'ai suivi particulièrement la campagne électorale de monsieur Cellou il y a 5 ans et il disait qu'il était gagnant mais il n'avait pas de preuves et il a dénoncé cette campagne à travers le monde. Il a rejeté les résultats de cette campagne et les observateurs internationaux dans le temps avaient dénoncé la fraude électorale, avaient dit que les élections n'étaient pas transparentes, etc., etc. Et durant cette campagne, la campagne de 2020, eh bien, on avait dit à M. Cellou, et cette fois-ci, il faut avoir des preuves, Monsieur le Premier ministre. Si vous voulez dénoncer, ben, il va vous falloir des preuves. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, M. Cellou? Il a fait des photocopies de chaque bulletin des bureaux de vote. C'est des milliers de bulletins qu'il a scannés, qu'il a sécurisés dans un serveur au niveau international. Et donc, il a la preuve qu'il a gagné les élections, mais n'empêche que ces bureaux ont été saccagés, ces ordinateurs ont été saisis, il a été assigné à résidence pendant des mois. On l'a débarqué de l'avion avant-hier parce que je lui ai demandé d'aller nous représenter. Et donc, ces violations sont, je dirais, communes, mais je ne comparerai pas, je dirais, la Guinée avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou ce qui se passe au Sénégal. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons bien peur qu'il y ait des précédents qui donnent naissance à des habitudes qui vont rompre avec cette transition démocratique que nous voulons voir installée en Afrique. Mais prenons par exemple la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, eh bien les deux présidents, quand ils ont été élus, ont tous les deux changé leur constitution respective pour diminuer le nombre de mandats de 3 à 2. Et donc, contrairement au président de la Guinée, qui lui, quelques mois avant les élections, il a changé la constitution pour augmenter le nombre de mandats et se permettre un 3e mandat. Et donc, la situation, c'est juste pour dire que la situation dans chaque pays et des singulières et des particulières à la démocratie est apportée une dimension ethnique, religieuse, éthique et donc je ne pense pas, et pour connaître un peu l'Occident et pour travailler en Europe et aussi travailler en Afrique,
je ne pense pas qu'il y ait un modèle de démocratie qu'on va calquer sur un pays africain quelconque. Et je pense que l'Afrique doit innover pour créer son propre modèle, le modèle démocratique qui lui est adapté, qui est adapté à sa à ses spécificités, aussi bien culturelles que linguistiques, etc. Et je reviens à l'OIF pour dire que l'OIF pourrait être un acteur très important pour répandre ces valeurs que nous prenons, pour répandre ces valeurs de respect des règles démocratiques, pour répandre ces valeurs de respect des droits humains, de respect de la diversité, etc., de respect de l'état de droit et de développement durable, et surtout l'intégration des jeunes et des femmes en Afrique, parce que c'est eux qui feront la révolution des Africains. Donc oui, je dirais oui, il y a encore beaucoup de violations, et nous pouvons encore beaucoup de violations, mais il y a également un très grand espoir pour que cette transition démocratique en Afrique se fasse. Et vous le savez autant que moi, la démocratie est un chemin long, est un chemin sinueux. Il faut du temps. Le temps des médias, celui des processus électoraux et des réformes profondes, transformationnelles, concordent très très rarement. Et je pense que cette transition démocratique est partie pour durer un moment, mettre en place les réformes politiques, changer la constitution, changer les lois électorales, réformer la justice, réformer les appareils de sécurité, créer un environnement favorable pour l'émergence d'une société civile qui, elle, sera avec une opposition qui est réelle, qui est vraie, respectueuse des règles démocratiques, pas saccageuse de l'espace public. Et je fais allusion à notre ami Ousmane Sonko, je suis désolée, respectueuse des règles démocratiques, ça prend du temps. Il faut également du temps pour la refonte des systèmes d'éducation. Vous savez que nous avons un taux d'analphabétisme très élevé au niveau de l'Afrique et même dans la région du sud de la Méditerranée. L'éducation qui est un levier indispensable pour éclairer les peuples et pour faire face à la montée en puissance des islamistes dans notre région et des populistes en général. Et aujourd'hui, le Covid-19 nous a appris qu'il faut également mettre à niveau nos systèmes sanitaires, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'une société malade ne peut pas donner naissance à une économie en bonne santé. Et donc voilà, donc il faut du temps, et moi, je suis plutôt optimiste pour l'Afrique. Merci Akima, c'est passionnant et donc le temps court. Pour faire une très très rapide jonction par rapport à ce que vous dites, oui, nous espérons que l'OIF, qui se doit d'être le garant de la démocratie, de la liberté d'expression, notamment au moment des élections, dira quelque chose sur le sort de notre ami Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux du Bénin, qui est emprisonnée parce qu'elle a osé défier le président Talon à l'occasion du prochain scrutin. Je dis ça parce qu'il y a une mission de l'OIF qui va partir d'ici quelques jours au Bénin dans ce sens. Donc, c'est un appel que nous leur faisons. Et aussi Madame Okaya également. Pardon ? Et bien sûr, on pense à Madame Rekia. Moi-même, j'ai lancé une campagne de soutien sur les réseaux sociaux avec un hashtag Libérez Rekia. Donc, j'espère que ça aura son petit effet. Vraiment très très rapidement, Akima, et ensuite je pense qu'on va évidemment donner la parole à nos auditeurs. Alors vous aurez évidemment corrigé ma petite erreur. Narendra Modi est bien Premier ministre. Il est d'autant plus Premier ministre qu'il n'y a pas de président en Inde. Et c'est justement la différence. Comme vous le savez, malgré l'indépendance ou depuis l'indépendance de 1947, les Indiens ont un chef d'État qui n'est pas indien. Elle s'appelle la reine d'Angleterre. Et c'est une vraie différence qu'il y a entre des sujets. Le Commonwealth, c'est 2,3 millions de locuteurs, mais 2,3 millions de personnes qui ont vécu une colonisation un peu différente de la nôtre.
nous avons tendance à nous rapprocher de la formule chère à Spinoza, on ne naît pas citoyen, on le devient, et donc d'une certaine façon, tous les processus d'acculturation républicaine sont profondément ancrés dans nos histoires, mais aussi dans les histoires de ces indépendances africaines il y a 60 ans. Je vous pose cette question parce que vous avez vraiment très rapidement évoqué le fait qu'il faut qu'il y ait un taux de féminisation fort, qu'il faut qu'il y ait une participation des femmes au processus décisionnel. C'est le sujet que nous avons avec Catherine. Et des jeunes. Avec des jeunes et des femmes, et c'est le sujet que nous avons évoqué avec notre amie Irina Bokova la semaine dernière. Quand on regarde les chiffres, le taux de féminisation en Afrique, ce sont des pays anglophones. Rwanda, 61%, Namibie, 46%, Afrique du Sud, 42%. Le premier pays francophone est à 30%, mais il est dans la décennale suivante, si j'ose dire. Quand on regarde le classement des pays africains les mieux porteurs des droits des femmes, en 1, Maurice, 2, Afrique du Sud, 3, Zimbabwe, 4, Cap-Vert, le premier pays francophone, qui laisse quand même un peu interrogatif, c'est le Togo en numéro 7 et la République centrafricaine, je vous l'ai mentionné. Je vous dis cela parce que quand on a fait ce débat, je me suis moi-même posé la question de savoir comment faire pour renverser la critique que l'on fait souvent. Les anglo-saxons nous disent « votre colonisation n'a pas porté la démocratie ». La démocratie est davantage ancrée dans l'anglophonie parce que le poids du Parlement y est plus fort. Le régime parlementaire y est plus établi. Et d'une certaine façon, la tradition que l'on voit de ces régimes parlementaires, je vous donne un exemple et je termine et je vous donne la parole, ce qui est en train de se passer en Tanzanie. On peut dire beaucoup de choses sur la vie politique de John Magufuli qui vient juste de décéder, mais le processus de transition est évident puisque la vice-présidente prend sans qu'il y ait un débat, ou en tout cas dans une vision transpartisane. Le Parlement a validé dans les heures qui ont suivi le décès la passation de pouvoir à sa vice-présidente. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, et on en revient à notre question, une sorte de critique auquel nous devrions faire très attention du fait que la francophonie ou les pays francophones, ou les pays qui appartiennent à la sphère francophone, n'ont pas fait suffisamment d'efforts en termes institutionnels, en termes de liberté de droit, en termes d'expression de ces libertés fondamentales, et que, accessoirement, c'est ce qui explique. Juste avant vous, je faisais une émission avec la chaîne turque TRT. Évidemment, ce sont des Turcs, mais ils m'ont rappelé quand même quelques chiffres. 68% des Sénégalais jeunes de 18 à 24 ans ont une mauvaise image de la France, 71% des Gabonais, 60% des Maliens, 58% des Togolais. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un fait culturel sur lequel vous et notre famille politique devons travailler ardemment? Est-ce que vous voulez une réponse diplomatique ou une réponse… Réponse courte, synthétique, pour permettre la parole à nos parents. Écoutez, mais pas diplomatique, on vous connaît suffisamment pour être… Moi, quand j'étais jeune, j'avais un plaisir énorme à aller à ce qu'on appelait le Centre culturel français. Il était gratuit, on nous apprenait la langue, on avait des séances cinéma, on apprenait à chanter. C'était le moment le plus agréable que je passais dans la semaine. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait… Et dans chaque coin de quartier, il y avait un centre culturel français, hein, dans chaque coin. On avait également des enseignants français pour enseigner la langue française et pour partager la culture aussi. Et la culture et partager la culture est important. Nous devons être des ambassadeurs aussi, parce que c'est pas, comme a dit Madame la sénatrice concernant le rôle de l'OIF, c'est pas un rôle linguistique, c'est pas le français en lui-même qui est important, c'est le fait de pouvoir partager notre culture avec la vôtre, celle des Africains, celle des Marocains, celle des Algériens, des Tunisiens avec la France. Et cette mixité et cette proximité fait de nous, nous unit et nous fait porter un projet commun. Ce qui, malheureusement, n'est plus le cas aujourd'hui. Allez-y au Sénégal ou venez au Maroc et dites-moi combien de centres culturels français il y a à Rabat. Il y a peut-être un seul centre culturel français à Rabat, un autre à Marrakech, un seul centre culturel français. Combien d'institutrices françaises viennent enseigner dans nos écoles
publique marocaine. Très très peu. Le français, il est enseigné par des Marocains chez nous, hein, pas par les Je vais Français. répondre. Sauf dans la mission française. Je ne parle pas de la mission française. Je parle d'écoles publiques. Et donc, je pense que la France a un rôle à jouer, que l'État français a un rôle à jouer pour un peu, c'est vrai qu'il s'est investi dans l'aspect économique, mais à travers l'aspect économique, nous ne partageons pas la culture, ni la tolérance, ni le respect de la diversité. Mais à travers la culture, oui, nous le faisons. Et donc, je pense qu'on devrait s'investir plus dans dans la culture. Pardon, madame. Je crois que Oui, Catherine avait un commentaire. je ne peux pas m'empêcher de réagir parce que je connais particulièrement bien le Maroc. Madame la ministre, pour y avoir conduit une mission d'information de la Commission de culture du Sénat Éducation, précisément sur l'enseignement du français et les liens au niveau de l'éducation, de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est l'espace francophone le plus fourni, le plus nourri en coopération du monde entier. Je ne dis pas le contraire, hein. Voilà. Et l'idée, c'est que face à la demande aussi croissante du français, c'est aussi comment s'accompagne l'émergence aussi de professeurs formés d'origine marocaine qui aussi, à travers les classes bilingues, c'est le défi aussi des classes bilingues dans les lycées publics, prennent le relais. Parce que cette demande est forte. Hein. Donc, c'est ce que j'ai eu et ce que nous avons eu à constater. Et ça ne fait que renforcer nos coopérations. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être une régression de l'ambition et de la présence française à travers le monde. Il faut voir les moyens qui ont été vraiment très fortement en baisse sous le quinquennat présidentiel précédent. Je ne prendrai qu'un chiffre, un institut français à travers le monde, c'est pratiquement moins 40% de budget affecté aux instituts français à travers le monde. Nous avons tiré la sonnette d'alarme au Parlement en disant que renoncer à la présence aussi française, culturelle française à travers nos instituts, c'était se priver en fait d'outils d'influence, de coopération, de partage que vous avez évoqué, de même que notre audiovisuel public extérieur, selon nous, dispose de trop peu de moyens pour pouvoir aussi contribuer à ce développement voilà, de cet espace dont nous vantons le mérite, cher Emmanuel, depuis tout à l'heure. Alors, il faut savoir quand même que France 24, France Média Monde, c'est pourtant la première chaîne regardée dans le Maghreb, bien avant Al Jazeera d'ailleurs. Donc France 24 aussi en arabe, et que tout ça, c'est fort important. Donc, je partage avec vous. Mais l'idée, c'est aussi que la présence française qui accompagne à travers ces lycées, à travers le monde, à travers ces missions laïques, à travers ces instituts français, elle puisse aussi construire des partenariats suffisamment solides avec les pays concernés et leurs acteurs pour voilà, qu'il y ait un partage désormais voilà, de la façon de faire vivre cette francophonie. Voilà, c'est très, très important. Francophonie au sens dont vous l'avez exprimé d'ailleurs. Diversité de la culture, reconnaissance des peuples autochtones, des droits culturels des peuples concernés. Oui, Catherine a parfaitement raison de rappeler que la francophonie se porte très bien. Hein. J'ai sous les yeux quelques chiffres. Hein. 125 millions d'élèves apprennent le français chaque année, pas forcément dans les 88 pays qui appartiennent à la zone francophone. Il y a quand même 900 000 enseignants français dans le monde. Ce ne sont pas tous des enseignants en français, mais ils enseignent en français ou ils enseignent le français. Et ça, c'est quand même très réjouissant. Ce qui est aussi réjouissant, mais Catherine y a largement contribué, c'est la pérennité de notre maillage des alliances françaises, 800 à travers le monde, et quelque chose que nous chérissons tous. Moi-même, je suis un pur produit, les quelques 495 établissements d'enseignement français à l'étranger, qui la plupart du temps ne sont pas composés de Français, mais composés de personnes qui apprennent le français et qui du coup contribuent à la richesse, au capital humain des différents pays. Moi-même, je suis passé par ces établissements aux États-Unis ou en Italie et je garde d'excellents contacts avec des autochtones qui continuent à parler français et qui sont de facto des alliés très précieux. Alors, je vais tout de suite donner la parole, parce qu'on a été très, très bavard, et je m'en excuse personnellement, à mon collègue et ami qui est également enseignant et assistant parlementaire, mais il nous en dira quelques mots, mais surtout président de Francophonie sans frontières. On a parlé de la jeunesse,
Il y a la jeunesse qui apprend le français, il y a la jeunesse qui vante le français. Donc, je donne la parole à Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières et par ailleurs chercheur associé à l'IPSE. Oui, merci Monsieur le Président, cher Emmanuel. Je salue aussi Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, que je suis depuis plusieurs années d'ailleurs, donc c'est très agréable de la voir comme ça en direct. Et également Madame Hakima El Haïté pour votre intervention qui était absolument parfaite selon moi, donc je vous remercie beaucoup. Mon sentiment, pour être né à la fin des années 80, donc c'était quand même une période beaucoup plus porteuse pour la démocratie. J'ai le sentiment que ça s'est énormément dégradé après ce qu'on a connu en matière de limitation des droits politiques, des libertés individuelles et collectives. Et ma question, ce serait un petit peu comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, une fois qu'on a posé le diagnostic, est-ce qu'une contre-offensive, si l'on peut dire, des libéraux et des démocrates peut être imaginée contre les propagateurs de ces thèses illibérales, voire autocratiques? Ce qui a été dit et très justement par Emmanuel, c'est la question de la liberté du choix des citoyens qui se rétracte. Et pour moi, en fait, le libéralisme, oui, c'est un courant politique, mais c'est aussi la condition du pluralisme de tous les partis finalement, parce qu'on offre ce choix aux citoyens. Et c'est naturel, en fait, on ne lui offre pas, il a le droit de choisir sa propre destinée. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une question de valeur, c'est une question d'éducation, et là, il y a beaucoup de projets à mener, mais c'est aussi une question d'information, parce qu'avec la lutte contre les fausses nouvelles, les infox, comme on dit en francophonie, on sait qu'il y a tout un champ à travailler pour vérifier, contre-argumenter. Et donc, la francophonie, moi, j'en suis convaincu dans mon action, c'est un espace où on peut faire émerger des coalitions, des alliances. Vous avez cité l'OIF pour les gouvernements, mais il y a l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui coalise les parlementaires, l'Agence universitaire de la francophonie pour les universitaires, l'Association internationale des maires francophones pour les maires, et mon ONG Francophonie sans frontières pour la société civile, les citoyens, bon, qui est une ONG transpartisane, mais on se retrouve dans les valeurs dont vous avez parlé. Et ces valeurs, en principe, la francophonie les défend et les promeut. La démocratie, l'état de droit, le droit des femmes, des hommes, des enfants, c'est inscrit dans la déclaration de Bamako des années 2000, promue à l'époque par Abdou Diouf. Donc, j'aimerais simplement vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée absolument remarquable. J'aimerais vous entendre beaucoup plus dans les médias aussi et entendre ce type de paroles beaucoup plus fréquemment. Donc voilà, merci infiniment. Merci à vous. Merci Benjamin. Alors, ne soyez pas étonnés, on vient juste d'être hacké, donc comme quoi finalement, même cette conférence intéresse beaucoup de monde. Donc les messages que vous venez de voir, dont je ne ferai pas de commentaires, vous les effacez bien sûr. Ils ne concernent pas notre débat, mais notre ami Enzo Zanetti a été d'une efficacité redoutable et il vient juste d'y remédier et je l'en remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole? Vous n'avez rien vu, donc c'est pas grave, il ne s'est rien passé. Mais comme quoi, la francophonie digitale est un élément important et je donne la parole à Catherine parce que c'est un sujet sur lequel elle excelle. C'est simple à poser à Kina. Moi, je crois beaucoup au rapprochement voilà, de notre jeunesse, voilà, ne serait-ce que au cœur de notre espace méditerranéen. Voilà, c'est notre Mare Nostrum depuis toujours. Et je crois que la vision qu'avait Jean-Louis Borloo de rapprocher l'Europe de l'Afrique, voilà, pointant du doigt que nos deux continents rapprochés, finalement, pourraient faire contrepoids avec le reste du monde et que nos destins étaient liés, moi, me paraissait et me paraissent toujours très, très, très opportun. Donc, comment rapprocher nos jeunes des deux côtés de la Méditerranée et travailler ensemble à un partage de valeurs, c'est très important. C'est aussi la mission de l'Union européenne aujourd'hui. Comment conforter aussi nos relations avec des pays qui sont stratégiquement très importants pour nous. Je pense à l'Égypte, hein, puisque je préside le groupe France-Égypte au Sénat et que c'est un pays aussi stabilisateur de cette zone qui est vraiment très chahutée. Et comment aussi on fédère, Hakima, les femmes de part et d'autre, voilà, de ces deux rives,
autour des défis de notre monde. Comment on partage tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Merci Catherine. C'est vrai, il faut se poser ces questions. Vos questions sont à juste titre pertinentes parce que quand vous regardez la population au niveau de l'Afrique, vous allez voir que l'essentiel de cette population, c'est des jeunes entre 18 et 25 ans. Il y a des pays où le pourcentage de ces jeunes arrive à 60%. C'est assez impressionnant. Donc les jeunes et puis les femmes. Et n'oublions pas, c'est vrai que les femmes ne sont pas dans les postes de décision dans les pays francophones d'une manière majoritaire, mais elles portent ces pays parce que c'est des femmes qui travaillent et souvent leur travail n'est pas valorisé, n'est pas visible. Elles sont moins visibles, mais elles sont là. Et d'ailleurs, moi je me rappelle lors de l'élection du président Macky Sall, lors de son investiture en tant que candidat, j'ai été invitée et je vais vous raconter quelque chose d'impressionnant. J'ai vu une marée de femmes qui faisaient la campagne pour le président Macky Sall, pas les hommes, une marée de femmes. Et j'ai pensé dans le temps que c'était un espace réservé pour les femmes. Or, c'était pas vrai. C'était les femmes du Sénégal qui ont porté le président au pouvoir, qui ont fait sa campagne, qui ont été là partout dans les régions. Et donc les femmes participent, les femmes travaillent, les femmes produisent. Et donc il est important que les femmes africaines et les femmes de notre région, de la sud du Méditerranée, soient valorisées. Je dirais que les problématiques ne sont pas similaires entre la problématique de la femme en Afrique et celle dans la région du MENA. Et d'ailleurs, même sur le plan du contexte politique, c'est pas les mêmes. La région du MENA, et vous le savez, c'est la région du printemps arabe, c'est la région qui a connu ces mouvements de contestation qui, à juste titre, étaient des mouvements de contestation sociale. Les jeunes, les femmes, le peuple est sorti à cause des inégalités. Ça a touché pratiquement tous les pays, sauf le Qatar, et il s'est traduit, il s'est converti en un désastre, en un chaos. On a un hiver arabe, pas un printemps arabe, avec une guerre civile en Syrie, avec un chaos un peu partout, et puis avec une montée en puissance des islamistes qui, eux, et c'est pour ça que je viens à ce que disait Madame la sénatrice, qui eux ne sont pas complètement pour le droit des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui eux restreignent les libertés des femmes. Et quand on avait discuté avec Emmanuel, mon intervention, il m'avait posé une question qu'il ne m'a pas posée maintenant, et donc je n'oserais pas répondre. C'était l'importance de l'islam dans la démocratisation de nos pays, et j'aurais aimé avoir la possibilité de répondre à ces questions parce que il y a une incompréhension totale des textes et des valeurs de l'islam qui fait en sorte que de plus en plus de jeunes, aussi bien chez nous que chez vous, il n'y a pas que l'Occident qui souffre du terrorisme et de l'extrémisme. Dans mon pays, chaque jour, j'entends que une cellule terroriste a été démantelée et on vient d'apprendre au début de cette réunion qu'il y a une menace terroriste sur le Maroc, et donc nous sommes tous menacés. Il n'y a pas que l'Occident qui souffre de ces jeunes, de ces personnes, je ne les appellerai pas islamistes, moi je les appelle des terroristes. Parce que pour moi, je ne connais pas ce que c'est islamiste ou islam politique, tout ça je ne connais pas. Moi je connais la religion et je suis musulmane et je respecte la religion chrétienne, je respecte toutes les religions. Je connais la religion et je sais que la religion n'a rien à voir avec la sphère politique. Et ça c'est pas moi. Dans mon pays d'ailleurs, il est clair pour nous, même si nous avons un parti islamiste, hein,
dans mon pays, les partis politiques ne doivent pas utiliser la religion dans la politique, et nous avons réglé la question avec Sa Majesté le Roi qui est commandant des croyants. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine violence qui s'installe partout dans le monde, et spécialement à l'encontre des femmes. Il y a aussi je dirais, un traitement rabaisseur de la jeunesse au niveau de notre région, que ce soit en Afrique ou dans la région du MENA, dans le sud de la Méditerranée. Les jeunes n'ont pas d'emploi, les inégalités se creusent, la pauvreté ravage, les opportunités sont limitées, et puis il n'y a pas de projet de société mobilisateur qui peut porter ces jeunes et leur donner l'espoir d'aller plus loin. Ils n'ont pas de visibilité. Et donc, il y a une montée en puissance des islamistes qui, eux, d'abord taxent les femmes, puisqu'on parle des femmes, mais qui manipulent la population pour arriver au pouvoir. Alors, quand vous m'avez envoyé votre concept note, Emmanuel, vous m'avez dit, j'ai vu, vous m'avez donné un lien d'un baromètre arabe qui montre qu'il y a un recul des jeunes entre 18 et 25 ans, si ma mémoire est bonne, de la religion dans la région du MENA. Moi, je pense, moi personnellement, j'ai été étonnée quand j'ai compris ce résultat. J'ai été très étonnée parce que moi, je pense que ces jeunes reculent de la religion parce qu'ils ont expérimenté les islamistes dans le pouvoir. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose qu'on les ait expérimentés pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous offrir, est-ce qu'ils vont offrir aux femmes qui représentent quand même 50% de la population, est-ce qu'ils vont offrir aux jeunes l'espoir d'un meilleur monde demain? Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas, et c'est pourquoi cette étude ou ce baromètre arabe a eu ces résultats du détournement d'une certaine catégorie de jeunes de la religion, ce qui est à mon sens dommage, je dirais, dommage pour le monde. Pourquoi? Parce qu'on passe à côté de valeurs d'une religion qui prend la paix, la diversité, de croyances de culte, qui prend le respect de l'autre et le respect de la diversité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Les gens qui connaissent le Coran le savent, parce que dans le Coran, il est dit: si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait, chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu, il vous éclairera alors au sujet de vos différends. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et le prophète disait: celui qui fait du mal à un juif ou un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Dire que l'islam est incompatible, ou les musulmans ne sont pas bons pour être des démocrates, ou l'islam est incompatible avec la démocratie et l'état de droit, et même dire que l'islam est incompatible avec la laïcité relève de l'ignorance et relève de l'utilisation et de la manipulation de l'islam. Parce que, encore une fois, et c'est pas moi qui le dis, c'est le bon Dieu qui le dit dans le Coran, Dieu a laissé aux hommes le libre choix de croire ou de ne pas croire, et a interdit qu'on force les gens à adopter une religion contre leur gré. Est-ce toi qui vas forcer les gens à croire? Ça, c'est le Coran, sourate 10, verset 99. Donc, je ne me fais pas, je dirais, une savante de l'islam, mais je dis que tout référentiel qui prône l'éthique de nos religions diverses, que ce soit celle du judaïsme ou du christianisme ou de l'islam, ne peut pas être en contradiction avec la démocratie, ni avec le respect de l'état de droit, ni avec le respect de la femme, ni avec le respect de la liberté.
Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, nous devons tous travailler pour contrecarrer ces courants islamistes, ces courants extrémistes qui coupent le chemin aux femmes, qui coupent le chemin aux jeunes. Et nous devons surtout accompagner nos partis. Nous devons les accompagner, renforcer leurs capacités. Ils ont besoin de renforcement de capacités. Ils ont besoin de renforcement de leur organisation. Ils ont besoin de renforcement pour mener des campagnes électorales. Ils ont également besoin de renforcement en termes de communication et de leadership. Et je pense que nos fédérations respectives peuvent jouer un rôle aussi bien avec la francophonie qu'avec l'organisation de Benjamin. Et je suis ravie d'entendre ce que vous faites. Et donc, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer également au niveau de la mobilisation des observateurs internationaux lors des élections. Parce qu'il est important que nous soyons, je ne veux pas être prétentieuse, mais nous devons être les gardiens des valeurs que nous prenons et donc nous pouvons les accompagner en mobilisant les observateurs internationaux. Nous pouvons être une force de dénonciation et nous pouvons également être une force de proposition et surtout des voix libérales qui assument cette idéologie du libéralisme. Voilà. Merci beaucoup, Akima. Vous avez raison. Je n'ai pas eu le temps parce qu'on a été, encore une fois, très disert et c'était important de mentionner cette étude. Je le fais en 30 secondes avant de donner la parole à Julien Tardif et à Pierre Morin qui veulent vous poser les deux dernières questions. C'est un sondage de l'Arabe Baromètre qui, chaque année, évoque l'évolution donc, de la perception des populations donc, du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, en y ajoutant l'Égypte et le Soudan, et accessoirement les autres pays qui ont connu des révolutions arabes, en l'occurrence la Syrie et le Yémen, sur la manière dont ils se décrivent, religieux, non religieux, croyance que l'islam politique peut être une alternative aux partis traditionnels. Et là, il y a beaucoup de réjouissance, et je vais faire très vite. En 2012-2014, si je prends l'exemple de votre pays, 3% de la population était non religieuse. La part de la population non religieuse a sensiblement augmenté dans votre pays, 13% maintenant. C'est encore plus significatif en Tunisie, 16% juste après la révolution du jasmin, on est désormais à 31%. En Libye, on n'est pas loin, 25%. C'est encore plus significatif vers les jeunes, et c'est là où il y a l'espoir. C'est que l'expérience des partis politiques au pouvoir, Ennahda en Tunisie, Tawazoul en Mauritanie, je mets de côté l'exception marocaine avec le PJD, mais également, évidemment, la puissance tutelle forte, consensuelle du roi avec la réforme de la Constitution en 2011 ou le MSP en Algérie. C'est les jeunes, ils étaient particulièrement perméables aux idées de cet islam politique juste après les révolutions arabes. Or maintenant, une majorité s'en détourne. Quasiment 46% de la population tunisienne ne veut plus entendre parler de l'islam politique comme une solution. Ils ont expérimenté les islamistes au pouvoir. Ça va même plus loin. Ils qualifient maintenant l'islam politique de parti conservateur. Et donc, ils cherchent un autre parti, une autre voie progressiste. Et c'est là, sans doute, que le libéralisme doit faire son ancrage, doit faire son nid sur la rive sud de la Méditerranée, dans cet espace particulièrement consensuel. Je donne la parole, évidemment, à Julien, en évoquant le rôle des femmes. Vous avez raison. Le 16 mars, c'est bien votre compatriote, Leila Slimani, qui a présenté ce merveilleux outil qui est le dictionnaire des francophones, commande qui avait été formulée par le président de la République. Nous avons maintenant un dictionnaire, non pas du français, mais un dictionnaire des 600 000 locutions francophones. Et Leila Slimani a présenté cela. Je vous incite à vous le procurer. Il sera en vente assez prochainement. Il vient juste d'être présenté, mais je voulais évoquer le fait qu'il y a quand même une féminisation très forte au sein de la francophonie et qu'elle est particulièrement prégnante depuis la nomination, l'élection de Madame Mushikiwabo comme secrétaire générale. Si vous permettez, très vite. Oublier un petit détail qui pourrait intéresser Madame la sénatrice et mesdames qui sont présentes avec nous, c'est qu'au sein de l'Internationale libérale, nous avons développé un
un baromètre aussi pour évaluer l'intégration des femmes dans les postes de décision au sein de nos partis. Et donc, nous voulons être exemplaires. Ça a été très difficile de faire admettre ce baromètre à nos partis. Ils ont demandé à ce que les résultats au début soient confidentiels. Et donc, pour le moment, on ne les publie pas encore, mais aujourd'hui, nous avons ce baromètre qui permet de voir comment évoluent nos partis dans l'intégration des femmes au sein des instances de décision. Écoutez, on est très demandeur de ce baromètre. Alors, je vais user un peu d'autorité, parce qu'on a vraiment très largement dépassé le temps. Je vais vraiment donner la parole en moins d'une minute, cher Julien et cher Pierre. Vous posez chacun votre question l'un après l'autre, et ensuite, Akima répond et Catherine conclut, parce qu'on est quand même hors limite, et le moindre des respects, c'est évidemment de garder et d'être particulièrement contingent par rapport au temps. Alors, Julien, je sais ta concision, Julien est sociologue, et ensuite Pierre Morin, un de nos militants, et un de nos élus, pardon, dans le 9e arrondissement à Paris. Julien, à toi la parole. Merci, merci à toi Emmanuel. Oui, voilà, je fais très vite, donc je ne poserai pas de questions, juste pour donner quelques éléments de contexte, puisque je travaille moi au sein des œuvres royales auprès de Sa Majesté, à l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, auprès de anciennement la gouverneure Madame Elguermeï, qui est au cabinet du ministre de l'Intérieur. Je suis toujours son conseiller. Et jusqu'en 2018, j'étais à la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, qui a fortement inspiré notamment les nouvelles décisions du ministre Dupond-Moretti sur le statut de salarié pour les détenus. Je voulais apporter quelques éléments complémentaires à vos propos qui sont tout à fait très justes, Madame El Haïté. Notamment, par exemple, sur la question de la francophonie au Maroc. Je fais le même constat que vous. C'est une vraie perte comparée à la multiplicité des offres concurrentes, hispanophones, américaines, chinoises, alors russes bientôt. Le dernier Diplomatie est sur la Russie en Afrique, qui est très intéressant. Mais voilà, un exemple, un professeur de littérature classique latin-grec vient de candidater au lycée Lyautey. Il vient de me dire il y a quelques jours qu'il y a 5 postes vacants d'enseignement du français au lycée Lyautey, qui est certainement le plus grand lycée français du monde. En tout cas, du Maroc, ça c'est sûr. Le lycée Lyautey à Casablanca. 5 postes d'enseignants du français vacants. Autre élément, la question du monde des éditions. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait des éditions franco-marocaines. Je pense, moi je travaille sur la région de Tiznit, où nous avons beaucoup de travaux en développement humain. On avait par exemple les guides bleus à l'époque, où on avait donc des éditions franco-marocaines, Royal Air Maroc, Air France. D'ailleurs, sur les vols Air France en direction du Maroc à l'époque, on distribuait des petits Corans, donc il n'y avait pas de problème. Je fais très court. Et dernier point, nouvelle édition, pour aller dans votre sens, Sa Majesté, les Archives royales du Maroc et le ministère des Cultes ont rendu hommage aux dominicains français et aux aristocrates français à Toumilline, au-dessus de Fès, versé au-dessus de Sefrou, voilà, pour montrer le rôle du Maroc sur les questions interculturelles et interculturelles pour la paix et l'humanité. Voilà, je m'arrête là. Merci Julien. Pierre, rapidement. Oui, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir à tous. Je regardais un peu les partis qui étaient membres en Europe de l'Internationale libérale et j'ai été ravi de constater qu'il y avait quand même des partis qui dirigeaient leur pays, comme Mark Rutte, qui vient d'être réélu et qui est un excellent Premier ministre. Il y a aussi le parti libéral Alexandre De Croo, en fait, en Belgique. En fait. Donc, c'est plutôt des petits pays en fait, qui sont très influents. En fait. Des petits pays où il y a des partis libéraux qui sont forts et influents. Moi, je connais bien le libéralisme pour avoir longtemps milité avec Alain Madelin et ensuite avec Hervé Morin. Donc, je sais ce que c'est effectivement les difficultés en fait pour faire émerger un courant libéral fort. Et je pense que la France manque de ce courant libéral fort depuis très longtemps en fait. Et ce qui permettrait vraiment de réformer le pays et de se dégager un peu de la tutelle de l'État qui, pour moi, est trop omniprésent en France et d'avoir une France en fait plus girondine en quelque sorte. Donc, vous avez noté les difficultés pour faire adhérer des partis en fait, à votre internationale libérale. Alors,
le conseil que vous pouvez nous apporter, comment faire émerger un courant libéral plus fort en fait en France? On a créé d'une certaine manière le libéralisme, parce que le fameux ouvrage qui avait été préfacé par Alain Madelin aux sources du modèle libéral français montre en fait qu'on a eu des grands libéraux en France, comme Tocqueville, comme Bastiat, comme Benjamin Constant ou d'autres, effectivement. Bastiat est vénéré en fait aux États-Unis pour ses travaux. Bien avant, en fait, Adam Smith et tous les penseurs libéraux économiques anglo-saxons. Donc voilà, c'est un peu la question, comment faire émerger ce courant libéral fort qui montre sa capacité à bien gouverner. En Estonie aussi, je crois, je regardais la Roumanie. Donc il y a plein de pays en fait où ça marche bien. Et en France, on a quelques difficultés. 118 pays, hein, je rappelle. Akima. Pour un rapide commentaire, Akima? Il faut que vous branchez votre micro. Ou alors, Enzo, est-ce que vous pouvez brancher le micro ouvrir le micro de... Excusez-moi parce qu'il y avait les enfants. Donc, voilà. C'est bon. Akima, on vous donne la parole rapidement. Oui, au fait, Pierre, il me pose à la fin de cette conférence, comment faire immerger un grand courant de libéraux français. Eh ben, écoutez, moi je crois encore qu'il y a certains partis en France qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et ça m'a rappelé une anecdote. En 2011, j'avais voulu créer une association libérale au Maroc, mais j'ai évité de mettre le terme libéral. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décrit toutes les valeurs et j'ai dit toutes les personnes, toutes les femmes qui adhèrent à ces valeurs peuvent s'inscrire à l'association et doivent signer cette charte de valeurs. Eh bien, j'ai eu des femmes de tous les courants politiques. J'ai eu même des femmes voilées, des islamistes qui sont venus à cette association pour s'inscrire. Dire que ces valeurs sont des valeurs qui sont partagé par beaucoup de Français. Maintenant, comment créer ce courant? Nous n'allons pas créer une deuxième République en marche. Je pense que déjà, le premier travail que nous devons faire ensemble, c'est de nous unir et d'unir nos forces pour être plus audibles, pour avoir une voix qui porte, une voix qui puisse démanteler tout ce qui est illibéral et pas le démanteler par de belles paroles, le démanteler d'une manière scientifique. Quand vous avez un courant politique, pour ne pas citer de nom, qui vous dit non à l'Europe ou non à l'Union européenne, eh bien venez, qu'on s'assoie, qu'on démontre que la sortie de la France de l'Union européenne voilà ce qu'elle aura comme conséquences négatives sur l'économie, sur le social, sur le nombre d'emplois, Il faut créer non seulement le courant libéral, mais il faut créer la pensée libérale qui, elle vient démanteler toutes les thèses qui alimentent les discours illibéraux en France. Je pense que c'est possible parce que beaucoup de Français sont des libéraux, à mon sens. Hein. Je sais que ma petite nièce est socialiste, mais n'empêche, moi je l'appelle, pour moi elle est libérale, je ne sais pas pourquoi elle est socialiste, hein, mais bon. Nous non plus. Comment? Nous non plus. vous non plus. Donc, je pense que moyennant ce travail, nous pouvons créer une force. Et cette force, ce réseau. Et ce réseau donnera envie à un leader qui va se distinguer parmi vous pour créer un mouvement libéral en France et pourquoi pas attirer les partis qui n'assument pas ce terme libéral dans un parti qui ne s'appellera pas forcément les libéraux de France, qui s'appellera autre chose, mais peu importe, ce que nous voulons, c'est pas le nom. Ce que nous voulons, c'est porter un projet de société
qui lui est libéral et qui lui est libérateur. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi quand je suis venue à l'Internationale libérale en 2003, je connaissais pratiquement tous les populistes du monde, mais je n'avais pas une référence d'un visage libéral, un leader libéral dont les paroles m'imprégnaient et me mobilisaient. Et c'est ce qu'il faut créer. Nous avons besoin de ces visages pour prôner cette parole et pour répandre ces valeurs et pour construire ce network. Et nous pouvons ensemble le faire. Merci Hakim. En vous écoutant, on a presque un rappel de ce qu'a été l'Union européenne ou la constitution de l'Union européenne. Un socialiste, Paul-Henri Spaak, un socialiste belge. Un libéral français, centriste, proche de notre famille politique, Jean Monnet. Un conservateur allemand, Konrad Adenauer, et un membre émérite de la démocratie chrétienne, Alcide De Gasperi. Ce que vous décrivez, c'est exactement la concomitance entre le projet européen et notre projet politique, l'unité et la diversité. Et je crois qu'il faut qu'on se réapproprie cela comme une sorte d'élément fédérateur transnational. Il faut d'abord commencer chez nous en France. Pierre a raison de dire qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont réussi puisqu'ils sont au pouvoir, mais c'est ce que vous aurez compris, nous essayons de faire au quotidien. Et grâce à votre sagesse, nous allons regarder avec beaucoup d'attention, en tout cas moi à titre personnel et beaucoup de nos amis, comment vous y aider, parce que vous faites un travail absolument remarquable sur le continent africain et sur le pourtour méditerranéen. Et c'était vraiment un plaisir, un enchantement de vous écouter. Je redonne la parole rapidement à Catherine en vous disant que la filiation sera toute évidente. Votre amie Irina était là la semaine dernière, vous êtes là aujourd'hui. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir un autre libéral, je pense que je peux le qualifier ainsi, le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, le fils unique du commandant Massoud. Rappelons-nous qu'il y a 20 ans, je parle devant Catherine, notre famille politique a été la seule famille politique à écouter ce que a dit quelques mois avant sa mort, 4 mois précisément, Ahmad Shah Massoud, reçu au Sénat, reçu ensuite par notre ami, hélas décédé, Nicole Fontaine au Parlement européen. 20 ans après, parcours initiatique, Ahmad Massoud nous dira à peu près la même chose, que les femmes vont payer un lourd tribut avec le retour des talibans, que tout ce que nous avons construit depuis 20 ans, moi-même, j'ai été conseiller politique des Forces françaises en 2011, je mesure la régression qui est en cours. Bref, comment nous, toujours pétris par cette volonté d'ancrer la liberté partout où elle est, même dans des contextes difficiles, nous devons batailler au sens propre du terme, et nous aurons l'immense plaisir d'entendre Ahmad Massoud. Il parlera en anglais, mais on trouvera le moyen de faire cette traduction. Je m'excuse pour le petit problème technique, et je remercie énormément Enzo qui a réglé ça en quelques minutes, et tout ça a disparu. Catherine, je te cède la parole pour la conclusion. Bien. Quelques mots, d'abord pour vous remercier, Hakima, voilà, de nous avoir consacré de votre temps, de votre énergie, de votre sourire. Voilà, c'était important que nous ayons cette discussion avec vous parce que pour nous, vous êtes une figure, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Quelques mots peut-être pour conclure sur la francophonie, conclure ce par quoi finalement on a commencé cette discussion. La francophonie, comme vous l'avez rappelé, étant avant tout un espace de promotion des droits de l'homme et de la femme, un espace de promotion de la démocratie, de la reconnaissance des droits culturels de chacun, de la diversité linguistique, et qui croit aussi au libre entrepreneuriat des hommes et des femmes pour leur plein épanouissement à travers aussi au démarrage l'éducation et la formation. Quand je me balade à travers le monde, enfin c'est pas balader parce que c'est pour travailler, quand j'emmène ma commission ces dernières années à travers le monde, que ce soit au Vietnam, en Inde, au Mexique, en Argentine, je prends quelques exemples, en Égypte, en Tunisie, à chaque fois, le besoin de francophonie et de France est fort. Ce n'est pas tant la langue française, c'est les valeurs, les aspirations que porte cette langue à travers l'expression de la francophonie et de la diversité linguistique. Et à chaque fois, nous sommes extrêmement touchés en nous disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, la France, elle a des moyens limités. Vous le savez, ça revient aussi aux critiques formulées par Julien tout à l'heure. Mais à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider davantage, pour nous aider à former dans nos musées, nos universités, nos écoles, etc. Et j'ai envie de dire que la vraie aide et la vraie
coopération durable, c'est de partager des savoir-faire et de les transmettre, hein. C'est le sens, en fait, de la coopération qu'on doit tous avoir les uns avec les autres. Et je voulais répondre à Julien pour lui dire, je connais très bien le lycée français de Casablanca, j'y suis allée plusieurs fois. Ça m'étonne quand même fortement qu'il y ait des postes vacants parce que c'est un des lycées français les plus prestigieux au monde et les plus demandés par les professeurs en France qui souhaitent s'expatrier pour un temps et bénéficier d'une expérience de l'enseignement à l'étranger. Donc, je suis un petit peu surprise par cette information de seconde main, en effet. Oui, ça m'étonne très fortement, sincèrement. Voilà, c'est un lycée prestigieux, très bien équipé, avec une fréquentation d'ailleurs internationale de premier plan. Donc, ce que je voulais répondre à Julien, c'est que c'est bien, on soutient notre réseau des lycées français à l'étranger, mais ce qui est important, ce n'est pas que nos lycées français à l'étranger, d'ailleurs, ils ne peuvent même pas répondre à l'ensemble de la demande. C'est plutôt de co-construire avec les pays concernés, dans le cadre de leur offre publique de l'enseignement, un niveau d'enseignement qui soit similaire, notamment dans l'enseignement des langues. Et c'est tout le plan qu'il y a au Maroc, à travers ces lycées publics, les classes bilingues puissent être mises en place. C'était le souhait et la réaffirmation de Sa Majesté Mohamed VI. J'avais bien entendu son discours. La problématique au Maroc, nous, on a d'autres problématiques en France, hein. Vous savez, on a le problème des élèves décrocheurs, l'échec scolaire. On a aussi nos soucis dans l'éducation nationale. Mais la problématique au Maroc que j'avais identifiée à l'époque, c'était le besoin en nombre d'enseignements et le besoin en matière de formation des enseignants et d'attractivité du métier. Et ça, c'est un enjeu du Maroc que donc la France doit pouvoir aussi aider et accompagner. On a beaucoup de savoir-faire à échanger de toute façon. Et ce que je note, c'est que le Maroc s'est engagé sur aussi la voie d'initiatives formidables. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'université Mohamed VI de Rabat. Elle venait tout juste d'ouvrir, cette université privée, qui a pour objectif de faire en sorte que les étudiants marocains ne viennent pas forcément en France étudier, mais étudient à cette université et en faire un hub aussi pour l'Afrique et faire venir aussi les étudiants français poursuivre leurs études là-bas aussi, pour une ouverture internationale. C'est ça le renversement aussi des choses et des liens entre nos jeunes de part et d'autre de la Méditerranée. C'est engager les mouvements d'aller et retour entre nos pays amis. Donc, je conclue là-dessus, Aguima, parce que vous êtes marocaine et que ce pays est cher au cœur de notre famille centriste. Moi, je suis vice-présidente du groupe d'amitié depuis des années au Sénat et vraiment, j'adore votre pays et ce que j'aime au Maroc, c'est cette grande tolérance qui existe, c'est ce partenariat et cette histoire d'amour. Je dis une histoire d'amour parce que votre ambassadeur, c'est toujours le même en France, Chakib Ben Moussa, avait tenu ce que j'organise un colloque sur l'enseignement supérieur, la culture et l'éducation il y a 4-5 ans de cela. Et nous avions choisi symboliquement, je vais conclure là-dessus, la date du 14 février pour le faire, le jour de la Saint-Valentin. Et nous avions conclu que l'histoire entre la France et le Maroc, c'était décidément une grande histoire d'amour. Merci, Madame la sénatrice, merci pour vos mots gentils à mon encontre et aussi à l'encontre de mon pays. Moi, je pense que j'ai toujours dit à mes amis français quand j'intervenais, que ce soit au Parlement ou au Sénat ou partout, que dans chaque Marocain, dans le cœur de chaque Marocain, il y a une petite place pour la France et dans le cœur de chaque Français, il y a une petite place pour le Maroc. Il y a donc il y a l'histoire qui nous réunit, mais il y a aussi une grande amitié, un grand respect. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire des choses. Et bravo pour ce que vous faites et merci pour ce que vous faites pour le Maroc dans le cadre du groupe d'amitié France-Maroc, Madame la sénatrice. Merci Emmanuel de m'avoir donné cette opportunité. Je suis ravie de vous rencontrer, Benjamin, Pierre, vous tous, mes chers amis, Julien, et j'espère que nous pouvons concrétiser. Ne restons pas aux conférences, nous pouvons faire un plan de travail et renforcer nos actions et renforcer notre voie libérale. Voilà, merci beaucoup. Oui, j'ai complètement oublié de vous porter les salutations d'Hervé Morin, qui malheureusement ne pouvait pas être présent. Comme vous le savez, c'est aussi un grand ami du Maroc, pour la raison que vous avez évoquée, le processus de régionalisation que défend avec
vraiment une grande efficacité chez Kebou Moussa dans ses doubles fonctions d'ambassadeur et chargé de la réforme. D'un mot, pour tous ceux qui sont intéressés, www.libéral-international.org, vous avez le manifeste, vous avez l'expérience gouvernementale et vous suivez au quotidien avec un très bon réseautage sur les réseaux sociaux, j'ai pu m'en rendre compte. Vraiment, nous avons évidemment que des convergences et vraiment très peu de divergences, Hakima. Donc, avec ces paroles, si Catherine nous y autorise, nous sommes absolument ravis de vous avoir entendu. Vous voyez, on a largement dépassé le temps imparti et je suis un petit peu désolé parce que la règle, c'était qu'on ne vous consacre pas plus, enfin, que vous ne nous consacriez pas plus d'une heure, mais on a vraiment été enchantés. Vous voyez, cette fluidité du débat. Donc, finalement, le titre était peut-être ardu à comprendre, mais on a parfaitement bien compris la nécessité de travailler sur cette triangulation, libéralisme, francophonie et Méditerranée, parce que la francophonie sera célébrée en Méditerranée en novembre prochain à Djerba. Merci beaucoup, Hakima, Catherine et tous ceux qui étaient présents. Merci. Merci. À bientôt.